Bonjour, Patrice Baudouin à nouveau. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis à mon deuxième podcast. J'espère que vous avez aimé le premier. Je vais continuer dans la même formule. C'est pas de l'improvisation, mais presque. C'est essentiellement, je vais discuter de certains sujets à chaque fois qui concernent l'agriculture en général, mais toujours dans une perspective de comment on peut vendre mieux un produit agricole de la ferme à l'acheteur final. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la spéculation, puis les influences que ça peut avoir sur les chaînes d'approvisionnement. Parce qu'on sait bien les marchés à terme, pensez aux grains qui se transigent à Chicago et toutes les autres commodités qui se transigent sur les autres marchés à terme. C'est un marché de spéculation, essentiellement. Puis là, je parle pas des terres agricoles qui parfois peuvent être utilisées comme moyen de spéculation, parfois. Mais je parle vraiment du produit en lui-même. D'accord? Il faut comprendre que oui, évidemment, ça a une influence sur le prix. C'est plus qu'évident. Mais quel genre d'influence? Évidemment, il faut comprendre... C'est sûr, c'est l'augmentation du prix. Bon, ça, c'est l'influence finale. Mais ce qu'il faut comprendre... ce qu'il faut comprendre, c'est des intermédiaires, disons, dits financiers, économiques ou politiques, il y en a toujours eu. Aussi loin que la production a commencé, là, la production agraire. Pensez aux cités grecques, par exemple. Il y avait toujours des fonctionnaires à chaque année qui faisaient le tour des fermes autour des cités. Ils prenaient note des quantités que les fermes avaient réussi à produire ou produiront environ, selon ce qu'il y avait dans les champs, pour ensuite prendre des décisions politiques, économiques. Est-ce qu'on va en guerre? Est-ce qu'on y va pas? Est-ce qu'on y va pas? Est-ce qu'on va avoir une année de famine, etc.? Cette même logique-là, c'est surtout le financier qui a pris le pas aujourd'hui, mais continue. Donc, une logique pas qui empêche, mais qui prend pas en compte finalement l'utilisateur final du produit agricole, à savoir celui qui va le manger, mais qui prend en considération d'autres éléments, des éléments qui peuvent avoir une influence sur le prix. Un autre impact, je vous ai parlé de marché à terme, mais aussi, comment je pourrais dire ça, le fait d'être à la fin d'une chaîne d'approvisionnement ou d'une route de transport peut aussi avoir une influence. Pensez, comme on dit au Québec, on est à la fin de la run de la Californie. Les produits agricoles californiens, là c'est sûr qu'avec les changements climatiques, ça change tranquillement, mais c'est encore quand même le cas. Être la fin de la run de la Californie, ça signifie que ces gens-là en Californie remplissent leurs 45 pieds et s'en viennent au Québec tranquillement en vendant leurs produits. Et quand ils arrivent ici, c'est certain que tous les produits qui restent sont écoulés même à perte. Et ça a une influence sur le prix aussi. OK? Et en fait, peut-être un autre élément qui pourrait avoir une influence sur le prix des denrées, c'est les décisions qui sont prises, ou ils sont prises en fait dans la distribution. Au Québec, par exemple, la distribution macro, c'est pas pris au Québec, ces décisions-là. C'est aux États-Unis, essentiellement. Et ça, pourquoi ça a une influence? Essentiellement, ça détermine les flux, surtout en volume, des denrées, d'où ça vient et où ils vont aller, à qui ils vont être vendus, et ça a là, évidemment, une influence sur le prix. Donc, le questionnement que j'ai, c'est comment redonner le pouvoir à celui qui vend et achète sur le prix? Ou, plus simplement, est-ce que c'est possible? Parce que l'enjeu, la seule manière de rendre ça possible, manifester là, concrètement une transaction, soit future ou présente, entre quelqu'un qui produit un produit agricole et quelqu'un qui veut l'acheter, c'est avec l'information. Moi, je vois pas d'autre manière.
Mais d'informations qui doit être valide aussi, hein, qui génère une transaction, qui va intéresser le client. Puis comment ça? Comment y arriver? Évidemment, c'est d'avoir l'information sur les stocks, d'une part, et d'autre part, sur le besoin client. Le distributeur, aujourd'hui, est très à l'affût de ce besoin-là. Et chacun des distributeurs se spécialise très souvent. Entre autres, dans le local, on en voit plusieurs. En tout cas, ici au Québec, je sais que partout ailleurs aussi, ça existe, surtout en Occident. Là. Quand je dis qu'ils se spécialisent dans la distribution locale, c'est qu'ils font un effort là, pour faire affaire avec des fermes locales, pas juste locales, mais pour permettre justement de vendre et écouler ces stocks-là. Donc, il y a un enjeu de logistique majeur là, en agriculture qu'il faut tenir compte, qui aujourd'hui est devenu le nerf de la guerre. Et sans logistique, un peu comme Amazon, pensez, quand vous commandez, vous voulez avoir votre produit 24 heures plus tard. Quand vous ne l'avez pas, vous graffinez. Eh bien, c'est un peu la même chose dans le monde agricole. OK? Quand ça a été commandé, les gens s'attendent à une efficacité qui parfois peut ne pas être possible si on tient en compte que le produit vient en local avec une chaîne de distribution qui est peu structurante pour les produits agricoles locaux. Donc, c'est difficile. C'est un problème qui est difficile à approcher. Je sais de quoi je parle, ça fait longtemps que j'essaie. Et puis, il faut trouver les bons partenaires, il faut avoir les moyens aussi d'implanter certains processus. Alors, encore aujourd'hui, c'est comment on pose le problème et comment on arrive à amorcer une nouvelle façon de faire, une révolution, littéralement, là, dans la vente du produit agricole. Eh bien, moi, je crois que la réponse se situe un peu à ce qui se fait déjà dans le corporatif là, international. Je sais qu'il y a des termes précis en économie là, pour avoir étudié un peu à ce niveau-là, mais essentiellement, c'est les activités s'entrecroisent. Les activités et les opérations d'entreprise s'entrecroisent avec d'autres entreprises. Et ça crée des spécialisations. Il y a beaucoup de contrats qui sont signés avec ces spécialisations-là, ces entrecroisements-là. Mais pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? C'est essentiellement parce que c'est plus efficace. Les gens, quand je dis les gens, c'est les corporations, ayant en tête que là, c'est mon point de référence. Là. Donc, Apple et autres là, se spécialisent. Par exemple, Apple se spécialise dans la production de produits que le marché aime. Puis, certains autres producteurs comme Samsung, eux se spécialisent, oui, en vente de ce produit-là, mais ont aussi la production brute du produit. Pensez aux écrans ou peut-être même autre chose qu'ici. Et cet entrecroisement-là permet au marché final d'avoir le produit là, qui est désiré. Et je crois qu'une partie de la réponse se situe là pour l'agriculture. Qu'est-ce que j'entends par là et comment je pourrais visualiser ça simplement? Eh bien, c'est une entreprise, un start-up dans ce cas-ci, fort probablement, un peu comme Talisium, dont c'est son aspiration, se positionne de manière à pouvoir faire intervenir tous les différents types d'acteurs, besoins nécessaires pour transporter et livrer un produit à un acheteur final, synchroniser ces éléments-là le plus facilement, le moins d'obstacles possible pour chacun des acteurs pour rendre ça très fluide pour pouvoir livrer le produit. Et c'est cet élément-là qui est difficile à cerner avec précision. Évidemment, ça passe par l'information à travers une plateforme, un service sur le web qui, justement, va permettre de rendre fluide la vente des produits. Vous aurez compris que je pense tout haut, là, parce que j'ai pas encore trouvé ce positionnement-là. J'y emploie encore mes efforts avec moi, mon équipe, pour justement permettre
Au final, imaginez quelqu'un qui veut un produit, que ce soit des noix, du maraîcher, du fourrage, que sais-je, et se tourne vers qui aujourd'hui pour acheter ces produits-là? Eh bien, ça devrait être nous, ou un start-up qui se spécialise à offrir de l'information sur les produits qui sont disponibles et qui le seront aussi. Et ensuite dire, ouais, OK, voilà, je vais acheter. Pour ensuite permettre, à travers cette entreprise-là, amorcer l'amorçage des opérations qui sont nécessaires pour amener ce produit-là à cet acheteur-là, avec une qualité suffisante. Quand je dis suffisante, c'est pas que je veux envoyer des mauvais produits à l'acheteur, mais pensez aux catégories. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement nous ont habitués à la standardisation. Et ça aussi, c'est un autre obstacle. Parfois, des carottes tout croche, mais même si c'est des carottes ne sont pas acceptées, ou des pommes qui ont frotté l'une sur l'autre créent des taches brunes. Okay? C'est un phénomène naturel, mais malheureusement, ça fait pas une pomme lisse et magnifique. Et ça aussi, ça peut avoir un impact sur la vente. Mais pour pouvoir réussir avec un service comme je le propose, il faut que les clients en aient conscience que c'est possible qu'ils tombent sur des produits de cette nature-là. Okay? Et je suis certain que le prix, suite à avoir trouvé le bon positionnement, va être non seulement compétitif, mais aussi bénéfique. Bénéfique pour l'acheteur, parce qu'il va avoir un bon prix, c'est certain, et le producteur qui va pouvoir continuer ses activités. Parce que vous savez, le prix, lui, croyez-le ou non, mais a très peu changé dans le temps. En termes absolus, là. Okay? Pour se nourrir, ça coûte essentiellement les mêmes choses. Ce qui change la donne, très souvent, c'est la spéculation et l'inflation. Les systèmes économiques, parfois, rendent les choses plus dispendieuses qu'ils le sont à travers, comme je vous dis, une logique économique. Mais je n'entrerai pas là-dedans. C'est pas ça qui est pertinent aujourd'hui. Donc, peut-être je finirai avec ça. Vendre un produit agricole en annulant la spéculation associée à cette vente-là pour permettre une meilleure rémunération pour la production et potentiellement un meilleur prix pour l'acheteur, c'est la solution de l'avenir pour l'agriculture. Ça se fait déjà en mode local, mais il faut avoir aussi une structure, une solution qui est aussi macro. C'est pour ça que j'ai commencé le podcast avec cette notion-là, l'aspect macro, comment les marchés à terme. Parce que cette influence-là est majeure sur les prix agricoles. Et les exemples sont tellement nombreux que pensez encore avec l'Ukraine, leur prix qui est plus bas que la production européenne et les producteurs européens ne veulent pas que ce produit-là rentre sur le marché pour cette raison-là. Donc, vous voyez ces aspects macro-là. Il faut laisser le pouvoir à ceux qui décident de produire et d'acheter pour déterminer le prix. C'est ça l'avenir de l'agriculture, j'en suis convaincu, et on en parlera plus amplement au prochain podcast. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine.